Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne d'ILUT Investissement, c'est Aurélien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer un, un partenaire, voilà, quelqu'un avec qui je travaille actuellement, qui s'appelle Jean-Christophe Paris et qui va nous évoquer toutes les solutions de financement dans le cadre de vos portages de projets, que ce soit des projets entrepreneuriaux ou de la reprise d'entreprise. Et on va essayer de débunker un certain nombre de croyances, de préjugés, d'avis autour des difficultés qui pourraient exister dans le financement de la reprise d'entreprise. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Aurélien. Ok, alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, très bien. Donc, moi, je suis Jean-Christophe Paris. Je dirige un cabinet qui s'appelle Master PME, qui est un institut de formation et de conseil pour des dirigeants, pour mettre en place des financements de la croissance et de mettre en place un écosystème pour ces dirigeants-là qui n'est pas uniquement financier. Donc, je fais ça à peu près depuis 15 ans en France. J'ai travaillé aux États-Unis, au Moyen-Orient, et pour des sociétés privées ou des fonds d'investissement ou des family office. Donc, les fonds d'investissement étaient des fonds d'investissement privés. Et l'idée maintenant, depuis à peu près 2012, c'est d'accompagner des dirigeants à leur mettre en place des financements pour leur propre société ou des financements qui sont liés à un autre moyen pour faire de la croissance, puisque chaque entreprise à l'heure actuelle a que trois moyens pour faire de la croissance. Il n'y en a pas 150, il n'y en a que trois. Donc, il y a la croissance interne, la croissance externe et le système des joint ventures, qui est très, très, très peu utilisé en France et d'une manière générale en Europe. Ok, d'accord, super. Ben tu vas nous expliquer tout ça. Alors, partons dans un cas concret. Aujourd'hui, comment on fait pour financer une reprise d'entreprise? C'est quoi les différents moyens pour financer une reprise d'entreprise? Il y a à peu près entre 9 et 10 moyens. Les moyens les plus utilisés sont le crédit bancaire classique. Il y a le financement alternatif, c'est-à-dire en passant avec des fonds qui vont vous financer comme une banque sans prendre du capital dans votre société. Vous avez les fonds en private equity qui, eux, abondent de l'argent en contrepartie d'une prise de capital au sein de votre société et généralement au sein d'une société holding dont ils vont partager la gouvernance. Ensuite, les financements de reprise d'entreprise peuvent être générés par du crédit vendeur, des clauses qu'on appelle de earn-out qui sont corrélées aux résultats sur lesquels le cédant s'est engagé à obtenir pendant une certaine durée. Vous avez une petite partie du financement qui est due à des apports. Vous pouvez utiliser le financement des créances et le financement de stock. Et ça, c'est en fonction des sociétés. Donc, au total, il y a entre 9 et 10 moyen de financer une reprise. Simplement, c'est que chaque cas étant particulier, je ne peux pas donner un état très, très, très précis, mais en gros, il y en a 9. Ok, alors ça c'est très intéressant et c'est quelque chose que beaucoup de personnes sous-estiment en fait, tout simplement ils n'en ont pas la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de reprise d'entreprise, allez, on va dire le discours général, ambiant, c'est de dire qu'il n'y a que la banque en fait. C'est-à-dire que c'est la seule solution. Et là, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que non, il n'y a pas que la banque, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Alors, Ah oui, bien parlons de sûr. la banque essentiellement. Aujourd'hui, quel est l'état de la liquidité du crédit bancaire pour les entreprises? Alors, il y a deux volets ou deux étages. Les banques n'ont jamais eu autant d'argent qu'aujourd'hui. Ok. Déjà, ça, c'est la première chose. Elles ne le disent pas, mais quand on voit le taux d'épargne ou le montant d'épargne des Français sur la dernière année, c'est juste hallucinant. D'accord? C'est des centaines de milliards d'euros Mhm. épargnés, thésaurisés et qui ne sont pas investis dans l'économie réelle. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que les banques, depuis les deux phases du Covid, ont réduit pour certains secteurs d'activité l'ouverture des vannes concernant les financements. Pour d'autres secteurs, pour certains secteurs qui sont extrêmement impactés, tels que les restaurateurs, les hôteliers, les centres de loisirs, l'aérospatial, ne sont plus du tout financés. En revanche, l'état de la liquidité pour les financements provenant des banques, il est énorme. Donc, c'est un état qui est en très, très bonne santé, mais très, très peu utilisé. Ok. Et aujourd'hui, il y a des freins et des restrictions parce que on nous laisse croire qu'aujourd'hui, les banques prêtent plus. Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors, c'est vrai et c'est faux.
C'est faux dans le sens où les banques prêtent. Elles prêtent avec l'appui de la BPI. Elles ont 90% Mhm. de garantie. C'est faux également parce qu'elles continuent toujours à prêter à des entreprises qui sont in boni depuis longtemps, donc elles continuent à prêter. Même si les entreprises ont des pertes d'activité assez importantes qui sont évaluées en plusieurs mois de chiffre d'affaires. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les entreprises, les banques ne financent plus du tout, comme je viens de le dire, certains secteurs d'activité ou des entreprises qui sont dans des secteurs d'activité qui sont finançables. Par contre, les ratios de solvabilité et les ratios financiers de certaines sociétés dans des secteurs d'activité qui sont rentables et qui sont finançables, elles ne sont pas financées parce qu'elles ne correspondent pas, elles n'ont pas les mêmes ratios que la norme d'une société qui soit finançable dans ce même secteur d'activité. Ok, donc ça c'est très intéressant. Alors, on va parler maintenant d'autres façons, puisque tu nous l'as dit qu'il y avait d'autres façons de faire que la banque. Aujourd'hui, c'est quoi les alternatives au financement bancaire? Comment ça se Ben, passe? la première alternative qui a été lancée avec succès il y a 5 ans, c'est ce qu'on appelle le financement alternatif. Le financement alternatif, c'est du financement comme une banque, sans une banque. Ok. Et le véhicule juridique qui permet à une entreprise d'être financée, ce ne sont pas des actions prises par des fonds d'investissement ou un emprunt fait par une banque, mais c'est un emprunt obligataire. Donc, il va y avoir une émission d'obligations par la société qui va être financée par un fonds alternatif qui, en contrepartie du financement, on verra après les usages, va récupérer des obligations qui seront rendues à la fin du contrat de financement. Ok, alors maintenant, il y a peut-être une question qui va se poser dans la tête des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est est-ce que tout est finançable? Est-ce que tous les projets sont finançables? Absolument pas. Depuis le Covid, il y a tout un pan de l'économie qui est infinançable. Je parle infinançable avec des fonds alternatifs et des banques. Je ne parle pas, il y a des secteurs qui sont infinançables par ces deux acteurs-là, mais par contre, un fonds en private equity ou un family office qui, par appétence ou par connaissance du marché, va vouloir investir dans un secteur qui, aujourd'hui, est sinistré. Demain, dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 12 mois, ce secteur-là va reprendre de la vigueur. Et comme le prévoit le ministère de l'économie, la croissance globale française en 2021 devrait être de 5%. En Mhm. 2019, elle était à la traîne à 1,2, 1,5. Donc, on est très, très, très au-dessus, de par le retard qui a été pris, on est très au-dessus des taux de croissance que nous avons connus sur les 5 dernières années. Mhm. Mais la majorité des financements qui ne sont plus possibles aujourd'hui sont liés à des banques ou à des fonds alternatifs. Ok. Alors, est-ce que tu as des exemples, par exemple, de projets qui seraient pas finançables aujourd'hui ou qui seraient plus difficilement finançables? Oui, par exemple, le financement d'un centre de loisirs lié à des camps de vacances. Ok. Je parle d'un gîte, un centre de gîte, Mhm. des hôtes. Je parle d'une société de relations presse. Je parle de société d'agence de marketing. Je parle de, bon, mais naturellement, les hôtels, les Mhm. restaurants, l'aéronautique, l'aérospatiale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais j'en passe. Il y a à peu près une vingtaine de secteurs qui sont Ok. absolument sinistrés en termes de sources de financement bancaire et alternatives. Ok. Alors, pour ces secteurs-là, tu dirais quoi? Tu dirais qu'il faut laisser tomber, par exemple, pour des gens qui sont dans un projet de reprise par rapport à ça, ou ils ont quand même des solutions qui leur sont offertes? Ben, les solutions. Alors, moi, je dirais, il faut toujours continuer à vouloir faire de la reprise et de la croissance. Maintenant, il faut aller chercher des sources de financement qui forcément ne se trouvent pas en France. Elles se trouvent en Belgique, elles se trouvent à Genève, en Suisse, au Luxembourg, des sources de financement qui sont entièrement bordées, légales, officielles et européennes. Ok. Donc, à partir de là, il y a la possibilité de faire des financements par de la fiducie. Je ne rentre pas dans le détail, mais Mhm. en gros, c'est qu'on va sécuriser des actifs sur lesquels on va se tabler sur une valeur, et cette valeur-là va être l'équivalent d'un tremplin pour un futur financement.
Il y a aussi des effets de titrisation qui permettent de dire je vais intégrer un actif dans une société européenne de titrisation qui va me créer un petit compartiment dans le fonds et ce compartiment-là, je vais transférer la propriété de l'actif que j'ai sur lequel je vais faire un financement. Voilà. Et donc, l'avantage de ça, et ça n'existe pas en France, parce que ça n'existe que pour le coprofit des banques, c'est le fait d'utiliser un outil de titrisation qui va permettre de lever de l'argent sur les cash flows futurs d'une société. OK. Et ça, c'est une source de financement qui va commencer à être applicable en France, à mon avis, en septembre 2021. OK, alors ça, Et ça, c'est c'est… très, très, très peu connu des dirigeants de PME qui font moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je peux vous dire, je contacte plus de 3000 sociétés par an et il n'y en a aucun qui connaisse ce type de financement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous mettre en lien l'interview que j'ai fait avec Jean-Philippe Clavel, qui est donc un de nos partenaires dans le cadre d'une société de capital investissement que nous sommes en train de constituer avec Jean-Christophe et Jean-Philippe et d'autres partenaires. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo. OK. Et toujours dans ce cadre-là, dans cette grande question, est-ce que des investisseurs privés, par exemple, dans des secteurs qui sont plus difficilement finançables, est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être mis sur la table avec, je ne sais pas, moi, tu mets X chez moi et puis bah, tu touches 5, 6, 7 %. Est-ce que c'est des solutions qui sont viables pour toi ou pas? Alors, non seulement elles sont viables, elles existent et en plus de ça, elles se développent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des investisseurs qui ont une connaissance sur un secteur d'activité qui, selon les banques ou certains fonds alternatifs, sont des secteurs en détresse, eux, ils connaissent très, très, très bien le modèle économique, les taux de rentabilité minimum, et donc ils peuvent très facilement sélectionner des nouveaux projets et sur lesquels ils peuvent investir à partir du moment où ils ont 6 mois ou un an de trésorerie devant eux pour pouvoir permettre à l'entreprise, d'une part, d'être financée et de se redévelopper sur son propre marché. Waouh, bah écoute, franchement, même moi, connaissant le secteur, je suis quand même agréablement surpris de tes réponses parce qu'elles sont rassurantes Oui. quand on porte des projets. Parce que le financement, même si on y est familier, c'est toujours quelque chose qui est tendu et qui est émotionnellement. Le rapport à l'argent, déjà, il est émotionnel. Et je discutais encore avec quelqu'un qui porte des projets entrepreneuriaux juste avant toi. Et il me disait, par contre, moi, on me demande 1 million, j'ai pas 1 million. Je lui disais, mais si, l'argent, il est partout, il est là. Il faut juste savoir lui, entre guillemets, lui parler, c'est-à-dire parler aux gens qui ont ces finances, parce qu'aujourd'hui, il est très compliqué de placer de l'argent si vous avez beaucoup d'argent. Les taux sont à zéro, ils sont négatifs. Hein, c'est très, très compliqué. Et avoir des projets comme ça dans lesquels des investisseurs peuvent venir à vos côtés, c'est quelque chose que vous devez impérativement regarder. Alors, dans ce cadre-là, toujours, aujourd'hui, quels sont les critères et les ratios qui sont regardés par les financeurs? Qu'est-ce qui est regardé comment ils analysent Alors, un projet? euh, il y a un certain nombre de critères, et notamment quatre, hein, qui sont des critères pivots sur lesquels les fonds ou les banques, les fonds alternatifs et les family office ou les investisseurs privés qui sont logés dans un fonds qualifié regardent. Le premier niveau, c'est la taille du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a une taille critique minimale qui est au minimum de 1 million d'euros. Ça, c'est la première chose. OK. La deuxième chose, c'est le ratio dette sur EBITDA, ou l'excédent brut d'exploitation, et dette sur fonds propres. OK. Et le quatrième critère, c'est que sur les 3 dernières années, l'entreprise doit avoir eu un résultat net au minimum à zéro, sinon positif, et des fonds propres positifs. D'accord. Donc là, tu nous parles, donc les ratios que tu nous donnes, c'est pour quel type de financement? Parce que vu qu'il y en a 9, est-ce que ça correspond aux 9 ou c'est que pour certaines Oui, c'est catégories? le tronc commun aux 9 types de financements qui sont possibles. 9-10 financements qui sont possibles. OK. Absolument. Et donc, bon, par contre, là, ça ne va pas inclure, par exemple, un investisseur privé. Lui, il va rentrer un particulier qui a de l'argent, un peu sur la forme du business angel. Lui, il va venir, il va peut-être pas correspondre à ces critères-là. Lui, il va regarder plutôt par rapport à ce qu'il a envie. Oui, tout à fait, parce que dans les 9 à 10 solutions de financement, je n'ai pas inclus ce qu'on appelle le love money, où un investisseur privé que vous rencontre, il met de l'argent sans passer par une structure juridique et financière, genre un fonds d'investissement, un fonds alternatif, pour pouvoir driver son investissement dans votre société.
Ok. Je n'ai pas parlé du Love Money, qui Ouais. est une autre source de financement, mais là, c'est un financement qui est plutôt basé sur la relation. Là, je parle sur des financements qui sont structurés, qui sont agréés et qui ont des agréments, notamment AMF ou Mhm. ORIAS, et qui permettent de sécuriser tous les investisseurs de manière à proposer des financements dans des sociétés qui respectent certains critères. Et aujourd'hui, la plupart des entreprises qui ont besoin d'argent ou de financement occultent par méconnaissance, parce que ce n'est pas leur métier, à peu près la moitié des types de financement, intellectuellement ou par connaissance, n'y ont pas accès. Et c'est très, Ouais. très dommage. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place au sein de Master PME un ensemble de Ouais, bien sûr. prestations et de formations qui permettent à des dirigeants de mettre en place un écosystème de croissance. Mhm. Quand je parle du financement de stock inversé, on ne me comprend pas. Au départ, on ne sait pas ce que c'est. Mhm. Par contre, quand on met en place, même à des sociétés qui ne sont pas in boni et qu'on met en place des financements de stock, parce qu'elles ont des commandes, je pense à des sociétés qui vendent des équipements pour du bricolage ou des sociétés qui vendent de la climatisation. Même si elles sont déficitaires, elles peuvent avoir accès à des financements de stock pour prendre des commandes supplémentaires, faire payer par un institut financier leur fournisseur et se Mhm. développer et se redévelopper. Ok, bah écoute, merci pour ça parce que tu vois, cette chaîne, je l'ai créée il y a très longtemps et je voulais absolument démocratiser beaucoup de choses que je voyais parce que aujourd'hui, les chaînes les plus émergentes sur YouTube sont des chaînes qui sont autour des business, de création, business en ligne, etc., etc. Et je voulais qu'on mette un peu d'économie réelle dans cet écosystème, dans toute cette masse d'informations. Donc, merci pour ça parce que enfin, c'est très éclairant ce que tu nous dis. Merci. Vraiment, merci. Il y a pareil, une croyance aussi que je voudrais débunker. Est-ce que l'apport est absolument indispensable lorsque l'on fait une reprise d'entreprise? Et la caution aussi, tu peux nous parler des 2. Alors, alors, il y a deux distinctions à faire. Quand une PME demande un financement hors reprise d'entreprise ou hors refinancement de compte courant d'associés, la plupart des organismes en financement alternatif ne demandent ni caution, ni garantie, ni hypothèque, ni nantissement. Comme ça, c'est réglé. OK. Par contre, en contrepartie de cette non-prise de garantie, leur taux de financement est plus important que les banques. Mais bon. Et ceci étant dit, si on a un taux de croissance de 10% et qu'on finance ses achats ou ses investissements à 2% ou à 4%, il n'y a pas photo, il faut tout à fait accepter les offres. Ce que vient de nous dire Jean-Christophe est véritablement très important. Vous le savez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et si vous ne l'êtes pas, n'oubliez pas de le faire. Je crois que le lien est par là ou par là. Ce que l'on veut, nous, quand on reprend des entreprises, c'est reprendre une entreprise, par exemple, un, et que dans 3 ou 4 ans, elle vaille 2, voire 3. On cherche des entreprises qui ont un fort potentiel de croissance. Le propos que vient de nous tenir Jean-Christophe, il a été appuyé encore hier puisque nous avions rendez-vous avec un partenaire financier qui effectivement ne prend pas de garantie de type caution personnelle. Enfin, il prend des garanties, mais ce n'est pas une caution personnelle. Il ne demande pas forcément d'apport. La réponse est donnée en 15 jours. Bref, il y a du financement possible, y compris dans des domaines difficiles tels que le tourisme, puisqu'aujourd'hui, grâce au plan de relance, par exemple dans le tourisme, 70% est garanti par PPI. Donc, il y a véritablement des voyants qui sont très, très ouverts pour du financement. Encore faut-il que vous ayez un plan de développement cohérent. C'est tout le sens que je donne dans la lettre du repreneur. Vous pouvez vous y abonner. Pareil, je vous mets les liens par là. C'est des emails que je vous envoie régulièrement autour de la création de valeur lorsque vous reprenez des entreprises. C'est véritablement quelque chose de capital, d'essentiel et de trop souvent négligé par les gens qui reprennent des entreprises. Maintenant, la deuxième partie, c'est quand on fait un financement avec une caution ou un apport. En général, les cautions, il n'y en a quasiment pas dans la reprise d'entreprise. C'est un apport. Cet apport, il correspond à 30% de 30% du financement. C'est-à-dire que si on a un apport à donner, quand une banque vous demande entre 20 et 40%, avec les fonds alternatifs, c'est en étant extrêmement prudent, il vous demande entre 9 et 10% d'apport de la totalité du financement. Donc, ça veut dire que ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire que l'apport avec les fonds
alternative est extrêmement diminuée. Mais maintenant, il y a une autre technique qui va s'ajouter à cette première que je viens de décrire, qui va permettre de ne pas mettre financièrement d'apport pour l'apport demandé par les fonds alternatifs. Et là, c'est une solution d'assurance qui permet justement entre guillemets, de financer l'apport sans apport numéraire, mais avec un apport de la crédibilité de l'institut d'assurance en question qui aura été choisi. Ça se développe de plus en plus, c'est énormissime. Il y a même une très, très grosse compagnie d'assurance qui a développé toute une offre dans un service spécifique rien que pour ça. Est-ce que tu pourrais nous dire, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la situation actuelle, la situation macroéconomique, voilà, cette crise sanitaire qui a engendré une crise économique, c'est quoi ton regard là-dessus? J'ai deux regards. Le premier, c'est qu'effectivement, il va y avoir plus de dépôts de bilan. La société Euler Hermès, pour citer qu'elle, a évalué le nombre de dépôts de bilan à 50 000 dépôts de bilan en 2021 contre 20 000 en 2020 et 18 000 en 2019. Et en 2022, il va y en avoir plus de 60 000. Donc, la première approche et la première analyse, c'est de dire la crise sanitaire va générer massivement des dépôts de bilan. Bon, Ok. ceci étant dit, l'humanité, depuis, on va dire les années 1920, a subi au minimum 4 grandes crises financières majeures. Et dans ces périodes de crise-là, les opportunités n'ont jamais été aussi nombreuses. Donc, ça veut dire que la crise sanitaire va générer et génère déjà des opportunités gigantesques de reprise d'entreprise à des niveaux de valorisation qui sont beaucoup plus bas, avec des actifs qui n'ont pas perdu de valeur. En revanche, le taux de croissance de ces entreprises qui vont être reprises vont être plus importantes avant qu'elles ne soient reprises. Donc, l'idée, c'est que mon regard, c'est qu'il faut utiliser, oui, il va y avoir des dépôts de bilan, mais il faut utiliser cette période de crise pour s'appuyer dessus, étudier des opportunités, et ces opportunités-là vont être très, très, très importantes. Ok, bon, bah, ça confirme ce que je dis depuis longtemps, mais c'est bien que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui le dise, même si c'est sur cette chaîne. Est-ce que tu pourrais nous dire un dernier mot sur aujourd'hui les possibilités, les outils qui sont mis à disposition, voilà, des TPE, des PME est-ce que tu as quelque chose par rapport à ça? Les instruments financiers, comment ça se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, une PME peut avoir accès à des instruments financiers et juridiques qui étaient jusqu'alors dédiés et réservés à des ETI ou à des grands groupes. Je parle de l'émission obligataire. Il y a 5 ans ou 6 ans, une SAS qui avait 3 ans et son dirigeant ne pensait pas du tout pouvoir avoir accès à de l'emprunt obligataire. Aujourd'hui, c'est une lettre à la poste. Dans les instruments auxquels une entreprise peut avoir accès aujourd'hui, il y a des instruments qui sont basés sur des critères d'éligibilité que sont le nombre d'années d'existence de la société, son niveau de fonds propres et son taux de rentabilité. Mais par contre, il n'y a pas que des instruments financiers. Il y a des instruments juridiques et prudentiels liés à des assurances qui peuvent être mis en place. Et ça, c'est encore un volet qui est très, très, très peu connu, utilisé et réutilisé, justement. Et donc, aujourd'hui, pour une PME, plus rien ne s'oppose à ce qu'elle soit finançable dans des modes auxquels même pas leur expert comptable ne savait qu'il était possible de les utiliser. Non, non, mais ce qu'il faut retenir de ton intervention, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a une majorité qui pense une façon de faire, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres solutions et y compris des fiscalistes, y compris des experts comptables, ne sont pas au fait de tout ce qu'il est possible de faire. Et j'en veux juste pour preuve cette histoire d'apport qui est prônée par quasiment l'intégralité des acteurs dans la reprise d'entreprise, alors qu'on sait tout à fait qu'il est possible de faire différemment. Bien sûr. Et pour vous donner un ordre d'idée, juste pour résumer, l'idée, c'est que 2 tiers des solutions de financement ne sont pas connues du grand public des dirigeants d'entreprise et des experts comptables compris. Ok, alors bon, bah, si on a des porteurs de projets là, qui sont intéressés par tes services, par ton expertise, Oui. bah, ce qu'on peut faire peut-être, c'est ils me contactent, je vais mettre le lien, je vais mettre mon email
dans la description, ils me contactent et puis je les renvoie vers toi. Comme ça, Oui, ça tout à peut fait. être un service qu'on pourrait délivrer aux gens qui nous écoutent. Oui, si tu veux, le premier service que je peux leur proposer, à titre tout à fait gratuit, et c'est pour positionner l'expertise que j'ai avec mon équipe, c'est de dire, j'ai un questionnaire qui, à la suite des réponses qui vont être apportées, on va déterminer un score, et ce score-là va déterminer le potentiel de financement de la société ou pas. Non, bon, bah Donc voilà, bah ça, déjà, c'est parfait. pour les Ouais. situer. Et après, il y a un entretien, même si la société a un score trop bas pour être financée. Et après, on passe à peu près 30 minutes avec le dirigeant pour savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui aurait dû être fait pour pouvoir déjà valoriser la société, puisque à peu près 80% des dirigeants d'entreprises avec lesquels je travaille ne savent pas qu'ils sont notés en plus d'une note de la Banque de France classique. Ils sont Mhm. notés 3 fois de plus. Donc, déjà, s'ils ont une bonne note Banque de France et une mauvaise note en termes de solvabilité court terme, s'ils demandent un financement de stock, c'est certain qu'ils vont avoir une réponse négative. Ah, Donc, ok. on les drive comme ça et on a 3 étapes. Et la première étape, on leur consacre pas mal de temps à titre tout à fait gracieux pour pouvoir les orienter de la manière la plus optimale possible. Ok, bah écoute, vraiment, merci pour tous ces éclairages. Chers amis, je vous invite véritablement à vous entourer de gens qui savent. Pas de gens qui pensent, pas de gens qui disent, des gens qui font tous les jours, qui sont dans le concret, comme on dit, les mains dans le cambouis et qui sont experts de leur domaine parce qu'ils pratiquent ça tous les jours. Et Jean-Christophe est une de ces personnes. C'est pour ça que je voulais, en plus du fait qu'on travaille, qu'on a décidé de travailler ensemble, je voulais vraiment vous la présenter parce que, comme vous l'avez vu, elle peut apporter beaucoup pour nourrir vos réflexions autour du financement. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Jean-Christophe? Merci. Bah écoute, c'est moi qui te remercie. Chers amis, je vous dis à bientôt. Je vous mets une autre vidéo là sur la titrisation si vous êtes intéressés par ces sujets. À bientôt. Ciao.